It's been an amazing day so far. Quelle journée And I'm excited to extraordinaire. see the energy in the Et je crowd suis ravi completely de voir undiminished. l'énergie toujours au même niveau dans cette salle. Definitely spurred on. Je because suis as far as I'm moi-même concerned, boosté par cette this is the énergie greatest parce que, panel of en the ce qui me summit. concerne, c'est le Digital meilleur innovation, panel de tout le sommet how it que vous connects allez youth, maintenant entrepreneurship and the rest of it pouvoir can observer. definitely Et not be en underestimated fait, if you are talking about the energy si of the vous continent. parlez de l'énergie du contenu, moi je ne veux pas simplement vous parler de l'énergie du contenu si vous ne parlez pas du contenu d'Afrique, si vous ne parlez pas de l'Afrique innovante. Et comment pouvez-vous, si vous ne parlez pas de ça, parler de la transformation africaine? Et maintenant, j'ai 3 points qui, à mon avis, méritent la discussion et l'encadreront. Et c'est la vision en général concernant les risques et les opportunités. Donc le premier point concerne la puissance de l'informatique, de calcul, qui très souvent est utilisée pour le numérique en général. C'est la puissance calculatrice. Aux États-Unis, le président avait moins de puissance calculatrice disponible qu'une grande partie des populations africaines aujourd'hui. Nous avons un maximum de membres de nos populations qui ont accès aux téléphones intelligents et de plus en plus de services informatiques que le président le plus puissant du monde en 1974. Clairement, c'est une opportunité. De grandes choses peuvent se produire. Mais rappelez-vous néanmoins que notre PIB par tête en Afrique aujourd'hui est à moins de 10% par rapport à sa position en 1974. Donc très clairement, on voit que la puissance de calcul n'est pas nécessairement égale à la puissance de l'intelligence et que ceci n'est pas forcément sans couture une opportunité. Un autre point très important est le fait que dans quelle que soit la catégorie, quel que soit le secteur de l'économie dont on parle, en fait, la technologie de la communication et de l'information est très populaire avec les jeunes. Et il est très clair que des PME sont beaucoup plus agiles, bougent beaucoup plus vite. Un segment plus étroit de la population, par exemple, qui se connecte de plus en plus. Et bien évidemment, l'aspect de l'entrepreneuriat, qui va travailler pour les entrepreneurs. Donc ici, nous abordons le problème du talent. Et un autre point de notre discussion, c'est que comme nous parlons de l'opportunité autour des technologies et des autres services, nous avons ici des représentants de gouvernement, du monde des affaires, et tout le monde ici a eu un historique, une carrière de consultant également. Donc j'attends avec impatience une riche conversation. L'intégration de l'Afrique. Donc, l'avant-dernière question dans la séance avec Sina qui a précédé celle-ci. Comment pensez-vous que les TIC vont pouvoir permettre une économie pleinement intégrée sur tout le continent? Alors merci d'avoir démarré la conversation par moi. Il y a énormément de projets en cours en Afrique et nous avons bien compris que la révolution numérique mondiale est critique pour l'inclusion, pour la croissance économique et pour l'intégration également. Et les pays africains ne devraient pas rester éloignés de ces évolutions. Il y a un grand nombre de projets en cours, les valeurs, les commissions économiques régionales comme ECOWAS pour l'Afrique de l'Ouest et ses régions, et d'autres travaillent en faveur du développement des politiques, du cadrage intégré. Et
pour que un gouvernement puisse adopter les accords qui viennent de l'Est, de l'Ouest et du Sud de l'Afrique. Et on devrait commencer par aborder cet aspect-là, parce qu'il faut une inclusion numérique, et pour cela, il faut développer des infrastructures. Le ministre du Togo l'a dit tout à l'heure, que le gouvernement pousse en faveur du développement des infrastructures. Ensuite, il vous faut une capacité opérationnelle pour pouvoir développer le cadre politique, le cadre du développement pour permettre une collaboration entre les gens et les parties prenantes. Donc, le gouvernement, les individus, le secteur privé et également, comment pouvons-nous élaborer un plan réaliste? Parce que vous savez, la technologie avance très très vite. Et ensuite, avoir un partenariat public, privé et social. Parce qu'en fin de compte, tout ça vise l'utilisateur final. Alors, nous entendons parler de blocs gigantesques dans les organisations administratives et nous entendons parler de ça depuis les années 80. La vérité aujourd'hui, c'est quand vous regardez les entreprises des TIC, eh bien, il s'agit des PME. Et on s'aperçoit que la possibilité de passer d'un pays à l'autre est très, très importante. Donc, nous avons parlé de l'agriculture, de la manufacture et le reste. Comment est-ce que l'on peut passer d'une période spécifique de l'économie vers une autre période de cette économie qui aura été transformée grâce aux TIC, justement. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que ce sont ces entrepreneurs-là qui vont être les moteurs de ce processus d'évolution? Et AU, SAVIC, les comités, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait maintenant commencer à se tourner vers ces entrepreneurs extrêmement innovants qui ont besoin d'avoir des marchés très très larges pour vendre leurs produits et de les rendre accessibles dans d'autres pays? Alors, tout d'abord, l'entrepreneur ne peut pas mener un projet sans cadre juridique. De pays en pays, il faut penser à ces problématiques qui sont transfrontières, en fait. Et c'est pour cela que j'ai fait une suggestion, que nous devons développer un cadre clair. La politique est claire, bien sûr. Et du point de vue gouvernemental, ce que le gouvernement faisait par le parent, c'est d'élaborer la stratégie. Et il faut que cette stratégie soit inclusive pour permettre à la jeunesse d'avoir accès à la technologie, de développer les entrepreneurs. Et à partir de là, inventer des mécanismes financiers innovants. Parce que si vous êtes entrepreneur numérique, alors vous pouvez aller voir directement une banque, mais aujourd'hui, les banques ne peuvent pas vous financer. Donc, très définitivement, une plateforme de parties prenantes mondiale doit être renforcée pour encourager le modèle financier innovant. Alors, maintenant, vous faites partie du gouvernement, madame. Pourquoi est-ce que une personne togolaise vivante à Paris ne peut pas envoyer d'argent? Quand vous regardez, par exemple, ce type de panorama économique et vous voulez, par exemple, permettre des transferts financiers transfrontières, ou est-ce qu'il y a là une opposition gouvernementale? Je pense que ça a beaucoup à voir avec les opérateurs de télécom eux-mêmes. Le paiement mobile, bien sûr, lorsque l'on dit qu'une personne togolaise à Paris ne peut pas envoyer de l'argent à sa famille par le paiement en ligne, mais la stratégie telco, justement, intègre cet aspect pour changer les choses. Mais bien sûr, c'est lié aux réglementations existantes et les membres du panel tout à l'heure en ont parlé. C'est-à-dire qu'il s'agit d'harmoniser les réglementations. Aujourd'hui, si nous avions la volonté politique de le faire au Togo, il faudrait que nous travaillions avec les Togolais en France, avec le gouvernement français, avec l'Union européenne, afin justement d'élaborer de nouvelles réglementations pour être sûr que notre système de paiement
paiement en ligne est suffisamment sécurisé et nous devons travailler avec les opérateurs des télécoms pour qu'ils développent ce type de service. Mais je pense, vous savez, que lorsque l'on parle de l'intégration africaine, il y a bien sûr beaucoup de choses que nous devons faire en termes de politique et de réglementation. Mais aussi, si l'on regarde les panels d'aujourd'hui, nous parlons tous en anglais. Et Togo est un pays francophone. Lorsque vous parlez de cela, bien sûr, il y a des barrières linguistiques en ce qui concerne où les Togolos qui veulent migrer à l'étranger pourraient aller. Ils pourraient aller à Sénégal, on n'ira pas au Zimbabwe, par exemple. Moi, j'ai une question pour vous. Quelqu'un de la Côte d'Ivoire comme moi-même, par exemple, si je voulais transférer de l'argent au Togo, comment je fais pour me protéger? Aujourd'hui, c'est possible, par exemple, entre la Côte d'Ivoire et le Togo, parce que Telco, bien sûr, a mis en œuvre une infrastructure qui offre ces services. Et ce que nous voyons, c'est que c'est très fortement mené par la manière dont l'opérateur se situe sur le marché, en tant qu'acteur multinational ou international ou non. Et également, dans le cas de la Côte d'Ivoire, parce que nous avons la même devise, ceci simplifie les choses encore davantage. Et je pense que ça serait plus difficile s'il fallait transférer une devise au sein entre des pays africains en ayant un système financier différent. Et je pense que c'est là que le plus gros de nos travaux doivent se faire afin d'être sûr que nous ayons en place les bonnes politiques, les bonnes réglementations et que nous sommes capables d'offrir suffisamment de sécurité, parce que cela a beaucoup à voir avec la confiance également. Mais fondamentalement, ne s'agit-il pas surtout du pouvoir et de la façon dont, quand on détient le pouvoir, on ne veut pas le partager? Alors, qu'est-ce qui, par exemple, va nous permettre de réglementer les barrières, peut-être? Mais vous savez, la problématique du pouvoir ne vient pas forcément du Togo, parce que plus tard, je vous ai dit que nous avons 6,6 millions d'habitants. Et le marché est très petit et notre vision est de devenir un hub. Donc nous serions le pays qui chercherait à attirer des gens pour qu'ils viennent s'installer chez nous et pour permettre aux Togolais d'aller s'installer ailleurs s'ils le veulent. Et il s'agit, je pense, d'un grand nombre de points qui font que nous travaillons autour de cette problématique depuis une décennie maintenant. Et donc, il nous incombe aujourd'hui de retirer toutes ces barrières artificielles. Daniel, vous n'êtes pas chez Telco, mais vous vendez l'équipement qui permet à Telco d'approvisionner les gens de ces services. Et donc, comment est-ce que cela satisfait vos clients, par exemple? Et il y a là de jeunes entrepreneurs en Afrique aussi. Est-ce que vous êtes sur le chemin de ces jeunes entrepreneurs? Allez-vous leur bloquer le chemin? Je vous remercie de me demander de prendre la place de quelqu'un d'autre. En fait, je ne dirais pas immédiatement qu'ils sont sur notre route ou que nous sommes sur la leur. Bien évidemment, la réglementation joue un rôle, mais c'est également une question de savoir ce que les opérateurs veulent faire, peuvent faire, et quelle est leur priorité principale ou quelles sont leurs priorités principales. Et lorsque nous parlons du réseau en tant que tel, pas seulement parce que c'est ce que nous faisons pour gagner notre vie, parce que je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le réseau est une infrastructure qui sous-tend tout ce qui se passe. C'est pas juste de vouloir parler à quelqu'un ou d'envoyer de l'argent du point A au point B. Vous avez besoin d'un réseau qui sous-tend tout ça. Et je pense que depuis 10 ans, on a vu des changements en termes d'investissement en Afrique, non seulement par les opérateurs, mais aussi par les gouvernements et par les institutions. Donc c'était une belle combinaison d'investissements différents. Pensez à l'arrivée en Afrique du câble sous-marin, par exemple, que vous considérez comme un acquis aujourd'hui. Mais je vous rappelle du prix avant qu'il arrive, parce que c'était un prix qui était très élevé à l'époque.
l'époque, simplement parce que le satellite était le seul mécanisme de connectivité disponible et coûtait beaucoup plus cher que les câbles sous-marins. Et ensuite, l'étape d'après, ça a été la construction de la moelle de l'optique, de la fibre optique, et pour pouvoir ensuite apporter cette connectivité au continent, au Royaume-Uni. Et bien évidemment, il faut savoir que ça prend de plus en plus de temps pour passer de l'océan à la terre qui est à l'intérieur des différents pays en fait. Donc, en Afrique, il commence. Nous avons un grand nombre d'endroits où les opérateurs ont commencé, bien évidemment, à travailler avec l'ITE, qui est une technologie qui va être très populaire, non seulement dans le monde, mais aussi en Afrique à l'avenir. Alors, je pense que, je ne dis pas que tout va bien, beaucoup de choses se sont produites, mais ça n'est pas terminé et je pense qu'il s'agit aussi de volume, parce qu'il y a des gros packages que les personnes veulent consommer en ligne, et bien évidemment il faut que ces réseaux soient clairement construits à cette fin. Mais ils ne sont pas peu chers, ces réseaux. Donc la question qu'un grand nombre de personnes se posent lorsque nous regardons ces industries géantes, du point de vue d'un entrepreneur par exemple, il y a une sorte de perturbation qui peut se produire. Et qu'est-ce que vous pensez va se produire en Afrique? Vous savez, je pense que le défi pour les opérateurs est là, très clairement. Vous faites référence certainement au fait que depuis longtemps, les revenus de la voix ont été la partie la plus lucrative des contrats pour les opérateurs. Et quand ils ont commencé à avoir une part plus importante en données, alors d'autres choses ont surgi, comme Skype, WhatsApp, qui grignotent effectivement les activités premières. Mais c'est là où le modèle va arriver à son terme, forcément, parce que le système, d'une certaine manière, ouvre la route aux opérateurs aujourd'hui pour qu'ils fournissent les réseaux, mais également ils en retirent un revenu extrêmement lucratif. Alors cela va non pas disparaître, mais cela va se réduire avec le temps. Donc c'est un défi intéressant. Vous avez peut-être vu les actualités hier avec un opérateur qui, par exemple, cherche à établir une relation plus proche avec Google pour partager les différents revenus générés par leur plateforme mutuelle. Et je pense qu'il y aura forcément un changement du modèle financier afin de survivre, même si ils gagneront leur argent différemment. Monsieur, vous êtes un entrepreneur. Et alors, il y a ici les représentants du gouvernement, des grandes multinationales. Quand vous regardez le panorama de votre vision en Afrique, vous êtes plus agile. Nos gouvernements, nos grandes entreprises, par exemple, et ceux qui sont les propriétaires des infrastructures, comment facilite-t-il votre progrès en tant qu'entrepreneur et comment pouvoir justement avancer sur ce point dans ce pays? Alors, le cas du Gabon est que le gouvernement a longuement investi dans les infrastructures. Le Gabon est connecté à la fibre optique. Depuis 2009, le Gabon a entrepris de baisser le coût de la connexion Internet de moitié. Aujourd'hui, cela donne la possibilité d'abord de téléphoner beaucoup plus longtemps. Les opérateurs peuvent proposer des produits plus adaptés à la population, mais aussi le fait que le Gabon soit le premier pays dans la sous-région à avoir la 4G et bientôt la 5G, donne la possibilité aux entrepreneurs que nous sommes, jeunes et moins jeunes, de pouvoir innover justement dans les contenus. En ce sens que désormais, nous allons pouvoir créer plus de contenu, des applications, comme par exemple celle que vous avez pu faire, qui est géniale. Elles vont pouvoir être adaptées localement et être utilisées. Voilà ce que le Gabon a entrepris de faire.
Maintenant, pour le cas des entrepreneurs comme moi par exemple, dans Idolécash, qu'est-ce que j'ai entrepris de faire? Tout à l'heure, la ministre a parlé, et vous également, vous avez parlé d'un certain nombre de difficultés, notamment sur la réglementation. Nous, ce que nous avons entrepris de faire avec Idolécash, c'est que nous avons entrepris justement de commencer par avoir des partenariats forts avec des institutions financières importantes. Cela nous permet justement de contourner l'aspect réglementaire qui, j'en conviens, est extrêmement compliqué. Le fait justement que les institutions financières bancaires qui sont d'une certaine importance puissent faire les compensations financières et tout le reste, nous permettent justement de pouvoir y aller plus facilement. Le cas, par exemple, que Madame la ministre a évoqué concernant la diaspora togolaise qui devrait passer par les opérateurs, nous, avec Idolécash, nous avons une solution justement qui est universelle, qui n'est en aucun cas autonome des opérateurs de téléphonie, qui n'est pas non plus indépendant des banques. Ce qui fait qu'il y a une certaine souplesse dans l'utilisation, parce que nous encore, nous arrivons à différencier donc le M-Banking, du M-Payment, du M-Trading. Et nous, justement, dans notre solution, donc cette plateforme globale que nous proposons, nous allons dans l'ensemble. Nous allons dans l'ensemble et cela permet justement de pouvoir diversifier l'offre, avoir une offre inclusive qui s'adapte encore plus aux populations. Le cas du Gabon est quand même assez intéressant parce que vous savez qu'au Gabon, le taux de pénétration mobile est de plus de 115% de la population, ce qui est largement intéressant. Ce qui veut dire qu'en moyenne, chaque Gabonais a au moins dans sa poche 2 portables. Voilà. Aujourd'hui, chaque Gabonais, les Gabonais ont presque tous des smartphones. Nous, dans la solution que nous proposons, nous allons au-delà. Nous nous disons, il y a des populations rurales qui n'ont pas forcément accès aux smartphones. Donc, nous avons une solution justement qui permet de pouvoir régler les deux. En ce sens qu'elles puissent, à travers le NFC, donc le sans contact, arriver à payer ou à recevoir de l'argent. Il vous est arrivé d'avoir un parent qui, un jour, à une certaine heure de la nuit, vous appelle pour vous dire qu'elle a besoin d'argent et que vous soyez embêté parce que vous ne pouvez pas sortir. Vous qui habitez à Londres, vous ne pouvez pas sortir parce qu'il neige, il fait froid ou il y a l'insécurité. Et puis, vous vous posez des questions, comment vous faites pour envoyer de l'argent? Du coup, vous dites, bon, avec les opérateurs traditionnels que vous avez connus, qu'on ne va pas citer ici, il faut faire l'opération le lendemain. Nous, justement, dans Idolécash, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit justement que cette solution, nous allons envoyer de l'argent par SMS. Alors, le fait d'envoyer de l'argent par SMS fait que vous, depuis votre lit, à l'endroit où vous êtes couché, vous puissiez envoyer de l'argent à votre parent qui se trouve à Lomé et qui a justement besoin de ça. Le parent qui est à Lomé, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on a le partenariat avec la banque. Elle va justement, vers un GAB sans avoir besoin d'attendre justement le lendemain. Ou alors, elle a l'argent sur sa carte, ou elle a l'argent sur son téléphone, ou elle peut arriver même qu'elle ne soit pas bancarisée et qu'elle arrive justement juste devant le GAB, le GAB, mettre le code PIN sans avoir besoin d'avoir une carte, ce qui lui permet de retirer l'argent tout de suite. Actuellement, nous sommes en train de développer encore davantage de solutions, notamment ce qui se fait très actuellement, le cash to good, qui consiste justement à dire que la diaspora qui se trouve à l'étranger, se disant qu'à chaque fois qu'elle envoie de l'argent vers les parents restés au pays, crée des faux problèmes pour justement prendre l'argent et faire autre chose. Nous nous sommes dit, OK, avec le cash to good, qu'est-ce qui va se passer? On a un partenariat avec les grands distributeurs. Ainsi donc, lorsque le parent, dans la nuit, parce qu'il y a les décalages horaires, il y a un certain nombre de choses, moi je suis au Brésil, le temps d'envoyer l'argent à Lomé, au Brésil il fait nuit, à Lomé il fait jour, et vice-versa. Donc, le parent, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie de l'argent en cash to good. Cet argent arrive directement
sur le téléphone, mais le parent ne peut pas retirer de l'argent en cash. Il faut qu'elle retire de l'argent en alimentation ou en biens, selon le problème qu'elle a pu définir avec son parent. Et c'est ça qui est validé. Et lorsqu'il y a un gap, ce gap sert de réserve parce qu'elle a un compte qui a déjà été créé. Voilà, nous, les solutions que nous proposons, qui sont innovantes et pratiques. Parce que nous sommes dit justement, parce que l'avantage de tirer avantage de tout ce que les gouvernants font, de tout ce que les télécoms font, etc., c'est justement d'arriver, comme nous dans Idolekash, arriver à se dire que notre souci véritable est d'arriver à régler les problèmes des populations de façon sociale. We get a picture. Voilà. Voilà. Thanks a lot, Kofi. I guess the summary is that move to Gabon. Merci beaucoup. En gros, si je veux résumer ça, c'est venez au Gabon, parce que la qualité de la vie va s'améliorer énormément. Maintenant, alors il est temps à vous, pour vous, le public, de poser vos questions. J'en vois une là. Bonjour. Bonjour, Alain Delium, je suis dirigeant et fondateur d'une société de transformation digitale basée aux Antilles et qui rayonne sur un axe sud-sud. J'ai 3 questions. La première, elle relève de l'intervention qui a été faite par le brillant entrepreneur avec sa brillante solution. On voit bien qu'à travers l'écosystème qu'il a créé, effectivement, il arrive, par le biais des opérateurs qu'il a maillés, à s'affranchir d'un certain nombre de contraintes réglementaires. Et tous les entrepreneurs du monde... quand ils connaissent le numérique, ils savent effectivement qu'il faut faire ça. La question est la suivante. Comment, malgré tout, les entrepreneurs, on les forme à la constitution de leur écosystème, qui est souvent une faille que l'on décèle, c'est les jeunes entrepreneurs dans le domaine du numérique. Donc là c'est une question qui s'adresse à l'ensemble des intervenants. J'ai une deuxième question qui s'adresse plutôt à l'endroit de Madame la Ministre, grande ministre effectivement des TIC. Et j'ai été très soucieux lorsqu'elle a évoqué la première étape qui consiste à dire on met une infrastructure, mais c'est normal, et on se rend compte, notamment dans les pays du Nord, que ces infrastructures, elles n'amènent pas forcément la digitalisation des entreprises. Ça peut être relativement lent. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, parfois, l'installation de l'infrastructure n'a pas anticipé la création des contenus, la création des services. Donc là, il y a un vrai sujet, je pense, en matière de stimulation de l'activité numérique. Et troisième et dernière question, c'est les financiers. C'est les financiers, c'est-à-dire qu'il y a une question, on a évoqué le sujet financier. En fait, on se rend compte que les financiers ne sont pas forcément éduqués à financer des actifs immatériels. Je termine. Donc je pense qu'on peut répondre aux 2 questions d'un coup, c'est-à-dire quelle est la capacité des entrepreneurs à répondre à ces questions. Et puis le défi pour que les entrepreneurs se forment. Je pense que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. La deuxième question qui a rapport au financement. Vous nous avez dit, lorsque vous étiez interviewé précédemment, qu'il fallait mettre en place des démarches d'accélération. Mais pouvez-vous revenir sur cette question? Je pense que c'est une question effectivement très importante. Au Togo, nous nous sommes rendus compte il y a quelques années que nous devions mettre en place des outils leur permettant de construire leur écosystème. Ce que nous réalisons, c'est que les jeunes Togolais ont beaucoup d'idées et sont très innovants, mais ils n'ont pas de réseau de connaissances suffisantes pour construire, pour mettre en place leur entreprise. Ce que nous avons donc fait et mis en place au Togo depuis 2013, c'est de mettre en place un forum pour les jeunes entrepreneurs. Chaque année maintenant, pendant une semaine, nous rassemblons ces jeunes entrepreneurs et des
personnes qui sont des dirigeants d'entreprise ou des avocats ou des experts comptables, de telle façon qu'il puisse y avoir un forum d'échange et de formation sur ces questions. Ce forum doit les aider à construire leur propre réseau, un réservoir d'expertise et de compétences qui soit prêt lorsqu'ils pourront commencer leur entreprise. Autre chose très importante, au Togo, vous avez parlé d'infrastructure et vous avez parlé d'utilisation. Et vous avez dit quand on a mis en place une infrastructure, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas utilisée comme elle devrait l'être parce que vous n'avez pas pensé à l'utilisation avant. Au Togo, nous avons décidé de déployer la fibre optique. Quand nous avons décidé cela, nous sommes posé la question de savoir quelle allait être l'utilisation de cette infrastructure. Donc, en même temps que nous avons mis en place cette infrastructure, nous avons financé des projets ayant pour but de développer du contenu. Donc en fait, il faut également travailler avec le secteur de l'éducation de telle façon que les gens se rendent compte de l'importance de ce sujet. Nous avons des projets et des initiatives au niveau de l'éducation technique et également dans les universités, des projets avec les écoles et l'université. Nous travaillons également avec les banques permettant de mettre en place des projets pour augmenter l'utilisation de ces techniques. Ce n'est pas seulement pour équiper les administrations et les bâtiments publics, mais ce que l'on veut faire, c'est que nous soyons connectés de façon à mieux servir les citoyens. Toutes ces initiatives doivent être combinées et dirigées, faites ensemble. Ce n'est pas juste une initiative, de telle façon que l'infrastructure soit au service de l'utilisation. Daniel, on a parlé de l'utilisation générale des applications, mais je pense qu'il y a un écart entre l'entreprise. À chaque fois que j'entends parler du développement des applications, on part du principe que c'est pour le marché des consommateurs. Mais on sait bien qu'en Afrique, on a une productivité faible et une connectivité lente. Que pensez-vous de cela? Nous faisons les deux. On regarde au niveau des entreprises, mais également le marché professionnel, mais également le marché public des consommateurs. Donc on regarde quelles sont les demandes en termes de réseau. Avant, c'est vrai que c'était un peu séparé, parce que les applications pour les utilisateurs finaux n'étaient pas très développées. Donc on pouvait mettre sur le réseau, mettre des apps, des applications qui ne perturbaient pas trop le réseau. C'est plus le cas aujourd'hui, compte tenu du volume de trafic et de données qui sont nécessaires à ces applications. Mais comme la technologie avance rapidement et devient très intelligente, on peut maintenant utiliser cette technologie à disposition à travers le réseau, trafic généré par les applications, de telle façon que finalement, il y ait de moins en moins de différence entre le marché professionnel et le marché des utilisateurs finaux. Donc, ceci veut dire, pour répondre à la question au niveau de l'entreprise, nous sommes capables maintenant de customiser les applications et la mise à disposition du réseau. Des commentaires supplémentaires? Alors, le monsieur au fond. Pas tout à fait. Merci. Thierry Minko, membre de la première association estudiantine du Gabon, dénommée NUMEG. Ici, ma question, c'est pour les jeunes, envers les gouvernants africains. Ici, on constate que le marché économique, le marché numérique, donc l'éthique, le marché, excusez-moi, je me reprends, le marché numérique est basé en grande partie par les jeunes. Ce sont les jeunes qui font vivre cette économie numérique. Mais quelle
quelles sont les mesures mises en place par les gouvernements pour faciliter ou pour permettre à ce potentiel économique de pouvoir être des acteurs de ce marché. En second lieu, nous avons constaté que notre pays au Gabon, nous sommes plus avancés, très avancés sur l'éthique. Mais il y a encore un véritable problème latent qui se trouve que les établissements, précisément les universités gabonaises, ont une carence accrue pour avoir même juste le net, le Wi-Fi, la facture numérique. Merci. OK. So, I guess it would be good if donc je pense que Kofi, peut-être que vous pouvez répondre à cette question, mais vraiment très vite, s'il vous plaît. Très bien. Donc juste, je voudrais passer une minute à la présentation qu'on a eue dans le programme. Il y a un intervenant qui a demandé que c'est intéressant de s'affranchir des contraintes réglementaires. Mais je dis, dans le fond, pour qu'un modèle soit durable, c'est impossible de s'affranchir des contraintes réglementaires parce que nous avons vu que le développement du numérique a permis une inclusion. Spécialement, je prends le cas du Kenya où cela a été une démonstration de l'inclusion financière avec le M-Pesa. Mais il y a eu derrière un partenariat entre les différents organes de réglementation. Je parle du régulateur des télécoms et du régulateur financier. Donc les banques centrales, à un moment donné, sont obligées de rentrer dans le dispositif parce que c'est tout un écosystème. Et pour que l'écosystème fonctionne, il faut créer de la dynamique entre les différents acteurs définissant leur rôle. Donc je ne pense pas qu'un entrepreneur puisse s'affranchir des contraintes réglementaires. J'ai un profil du secteur privé, mais avant d'être dans le secteur privé, j'ai travaillé beaucoup avec les gouvernements pour définir les politiques et stratégies TIC. Et ce qui est important, c'est d'abord... Mais maintenant, comment est-ce que des jeunes entrepreneurs peuvent mettre en place ceci? C'est simple. Il faut mettre en place un modèle innovant. Il faut qu'un entrepreneur ait son business model. Comment il va falloir qu'il puisse rencontrer les décideurs politiques. Et on ne peut pas mettre en place une stratégie durable sans politique. Si je reviens à la dernière question, les décideurs politiques ou financiers doivent miser sur cette jeunesse. Et on met en place donc ces incubateurs. Au Sénégal, par exemple à Dakar, on a en place des incubateurs qui sont venant du secteur privé, de la Banque mondiale, du gouvernement, et autour de cet incubateur, il y a une dynamique qui se crée. L'idée n'est pas que cet incubateur assiste en permanence les entreprises, mais qu'à un moment, les entrepreneurs, mais qu'à un moment, elles prennent leur liberté. Donc, c'est ainsi qu'on peut contribuer au développement social et économique de notre pays. On a le temps de prendre 3 questions, on va les prendre d'un coup et ensuite on y répondra. Oh, that wasn't a lady, sorry. Madame. No ladies? Non. Pas de Oh yeah, somebody has the mic. Oui, Okay. oui, oui. Merci. Voilà. Charlène Abahi. J'aimerais savoir quelle est la place de la problématique du piratage numérique dans vos actions, les actions que vous menez actuellement. Merci. Very good question. Ernest, when we come back, brief answer to that. So note the question down. Lady at the back, please. Jennifer Nepsia, bonsoir. Alors, je voulais poser la question de savoir, au niveau du Gabon, aujourd'hui, on profite de la fibre optique, mais c'est plus dans l'administration. Et il y a une fluidité. Par exemple, depuis hier, on arrive à se connecter, tout ce temps que nous sommes ici. Maintenant, je voulais savoir à quel niveau de la politique, au niveau des foyers, dans les différentes maisons des Gabonais, comment est-ce qu'ils pourraient utiliser la fibre optique? Merci. Good and brief. Looks like both questions are Très bien, question brève et rapide. Donc,
enterprise. Alors, j'ai vu qu'il y avait deux questions. Donc, une qui portait sur la sécurité et l'autre qui portait sur la fibre optique, du moins le déploiement de la fibre optique. Alors, ce sont deux questions intéressantes et vous allez me permettre de répondre également au monsieur qui parlait du financement et de la formation. Alors, pour aller rapidement sur la sécurité, il faut dire que effectivement, c'est un problème très important. La sécurité est même le problème central, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, pour le cas par exemple du M-banking ou du M-payment, ou toute solution qui amène ou même des solutions standards de transfert d'argent, qui amènent à pouvoir faire ce genre de choses sans mettre la sécurité qu'il faut. D'abord parce que la sécurité rassure. Elle rassure le client, celui qui envoie, comme celui qui reçoit. Parce que, vous savez, par exemple, lorsque l'on se retrouve dans l'informel, pour prendre par exemple le cas de ce qui se passe au Gabon, dans l'informel, on trouve des réseaux de commerçants qui se passent des coups de fil d'un endroit à un autre, et puis qui disent, bon, écoute, j'ai reçu de l'argent de telle personne, il va venir avec le numéro X, c'est le numéro X qui va se présenter, tu donneras tel montant. Mais on a vu aussi des cas, parce que j'ai étudié ce genre de choses sur le terrain, on a vu des cas où justement, une fois que c'était fait, la personne disparaissait parce que le montant était intéressant et important. Donc, effectivement, la question sécuritaire est très importante. On ne peut pas faire d'application financière sans mettre la question centrale de la sécurité. Effectivement, on ne peut pas faire non plus et ce n'était pas mon intervention, je n'ai jamais dit qu'on pouvait contourner la loi. Non, on ne peut pas contourner la loi. Moi, j'ai discuté avec le gouverneur de la Banque centrale. Lui-même m'a suggéré de me dire en disant, écoute, Ernest, aujourd'hui, ce qui peut se faire, en entendant que nous puissions arriver à adapter la loi, la réglementation sur le fonctionnement, il faudrait déjà commencer par les partenariats avec les banques. Alors, le fait qu'on aille en partenariat avec les banques, justement, fait quoi? Fait que les banques, elles ont déjà les agréments, elles ont déjà les accréditations qu'il faut. Donc, la question législative est réglée. Ensuite, s'il vous plaît, la dame, elle a parlé du déploiement de la fibre optique. Mais il faut aussi dire que la NINF, donc la compagnie nationale qui s'occupe de ça, a commencé à faire le déploiement jusqu'à Franceville. Il faut aller progressivement. Il y a des choses qui se font. On ne peut pas dire que rien n'est fait. C'est vrai, elle a faim, elle a besoin de voir que la fibre optique va de plus en plus loin, mais elle, quand elle est au stade ici, elle se rend bien compte qu'elle peut surfer gratuitement. Ça, ce sont les avantages justement de ce que le gouvernement fait. Alors, une minute, s'il vous plaît, une minute, pour répondre à la question financière, parce qu'elle me concerne. 10 seconds. OK, quelques secondes. La question financière, justement, qu'il évoquait est très importante, parce qu'on se rend bien compte que lorsqu'on est porteur, justement, de projets en nouvelles technologies, notamment financières, et qu'on veut aller, justement, vers des opérateurs, les opérateurs de téléphonie comme les banques sont parfois réticentes. Elles nous prennent souvent pour leurs concurrents, alors que nous ne sommes pas des concurrents, nous sommes des partenaires. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie. We've completely run out of time. Just Alors, 3 more on minutes a left. épuisé notre temps. 1.5 minutes out of that. Si on peut résumer tout ce qu'on a vu là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et enfin, moi, je ferai ma propre conclusion. Tout d'abord, merci de m'avoir donné cette opportunité d'être là. J'ai trouvé cela extrêmement intéressant. Nous avons parlé de l'utilisation, d'avoir en place le bon écosystème pour les entrepreneurs. Nous avons parlé de l'importance de faire travailler ensemble en même temps sur l'infrastructure et l'utilisation. Nous avons dit que les investisseurs devaient également être au courant et formés à ces nouvelles technologies et qu'il y a effectivement beaucoup de formations à faire, que ce soit au niveau des entrepreneurs, mais aussi au niveau des investisseurs. Dans ce domaine, on a parlé des problèmes de sécurité et il est vrai qu'on a
l'impression que la loi et les réglementations sont une barrière d'entrée dans un marché. C'est pas vrai. C'est fait pour protéger le consommateur d'abord. C'est pas fait pour embêter, entre guillemets, les entrepreneurs. C'est pour être sûr que l'ensemble des parties prenantes trouvent leur place et que chacun soit bien protégé. Si je reviens aux infrastructures, cela prend du temps. N'oublions pas que nous sommes des pays jeunes et nous devons prendre notre temps pour faire les choses correctement. C'est ce que font la majorité des pays africains. Merci. Merci beaucoup pour ce résumé. On n'a plus de temps, je suis désolé. Je ne peux plus prendre de questions. Mais pour moi, clairement, très clairement, et ce qui a été dit d'une façon tellement éloquente, ce sujet est tellement complexe et parce que l'Afrique est un continent tellement grand, nous devons nous mettre en nous créer notre propre histoire. On ne doit pas prendre les clichés qui existent ailleurs. En 1999, on a eu le début de cette révolution digitale. On a eu la délocalisation et on s'est rendu compte que l'on pouvait en 20 ans moderniser un certain nombre d'endroits. Il est temps maintenant, ici, en Afrique, de redéfinir les définitions de ce que l'économie digitale peut nous apporter. Je vous remercie numérique, je vous remercie beaucoup de votre attention.